Monsieur le Président, chers collègues, lorsque dans un pays, les ministres piétinent la loi et que cette dérive se sert de l'Assemblée nationale comme d'un mur de soutènement, il ne faut pas s'étonner que la République entière dérive dans l'anarchie et la barbarie. Quand ici nous piétinons la loi cadre de la décentralisation, dont la gestation a été douloureuse lors du grand dialogue national, dont le prétexte est bien connu, un amoncellement de morts, nous nous rendons, chers collègues, complices de ceux qui infligent des souffrances aux Camerounais en privant les élus locaux de moyens leur permettant d'alléger la misère des gens. Lorsque nous consacrons ici l'impunité suite au piétinement de la loi qui demande un simple respect des délais de communication des textes budgétaires dans notre pays, foulant aux pieds l'autorité de la plus vieille institution constitutionnelle, la seule qui existe depuis 1946, il ne faut pas être surpris que les gendarmes dans la rue et les policiers veuillent faire de la purée avec les avocats du barreau du Cameroun en les piétinant comme des bêtes sauvages. Tiens, le 18 octobre 2024, un inspecteur de police détaché au parquet des tribunaux de Bafia a agressé sauvagement Maître Paul Assiene à Boyoyo, lui a arraché la moitié des dents et l'a plongé dans une incapacité de 70% selon le certificat médico-légal. Le 19 novembre 2024, c'est récent, Mohamedou Awalou, jeune transporteur sur le corridor Douala-Bangui, a été abattu d'une balle en pleine poitrine, sans sommation et à bout portant. Depuis le 27 novembre 2024, hier, le monde entier est transi d'effroi devant les images devenues virales d'une rare animalité. Un gendarme, sans le moindre scrupule, qui s'offre un spectacle public en piétinant avec furie le cou, je dis bien le cou, d'un avocat du barreau, sans défense, dans la rue, devant des passants groggy de frayeur. George Floyd a été assassiné comme ça aux États-Unis en 2020. Le scandale de l'artiste Longuet Longuet et les mises en garde du secrétaire d'État à la Défense n'y ont rien changé. Nous portons nos écharpes ce matin parce qu'au sortir de cette plénière, nous allons au CED pour lui exprimer le ras-le-bol du peuple. Messieurs les membres du gouvernement, si la loi cadre de la décentralisation de 2019 ne vous convient pas, abrogez-la. Vous avez ici une majorité servile, quelques-uns s'expriment d'ailleurs là, que vous pouvez piétiner comme vous voulez. Pourquoi vous vous échinez même à écrire des lois? Fermez une fois l'Assemblée nationale puisque tout vous est permis. À l'article C53, le projet de loi dispose que les tarifs par zone de la taxe foncière sur la propriété immobilière, la TFPI, seront fixés par un texte particulier. Il s'agit d'une violation flagrante des stipulations de l'article 26 de la Constitution que voici. Sont du domaine de la loi la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci. Mais évidemment, la Constitution représente quoi pour vous? Que du papier. Vous pouvez la piétiner comme vous voulez. À l'article C149, vous décidez enfin de régler définitivement vos comptes avec la dotation générale de la décentralisation. Vous tracez les contours des fonds répartissables. Les exclusions consacrées dans l'assiette de la DGD peuvent d'ailleurs, à nos yeux, trouver une justification technique acceptable. Par contre, ce qui retient notre attention, c'est l'exclusion des opérations d'ordre. Vous faites donc enfin un aveu qui devrait pourtant vous obliger à changer d'orientation budgétaire. L'opération d'ordre, pour rappel à ceux qui bavardent là, est une opération de trésorerie d'un comptable qui n'a pas encaissé de l'argent liquide, mais qui doit constater une recette sur la base de simples écritures. C'est le cas de ce qu'on appelle la retenue à la source des impôts. Dans la commande publique, l'État, au moment de payer les prestataires, retient les impôts à la source. Mais c'est une opération à somme nulle, puisque c'est le payeur qui prétend percevoir au moment de payer une partie de ce qu'il est censé payer. Pourtant, ce qui est judicieux, c'est de payer totalement les prestataires, afin que l'argent ainsi payé circule dans l'économie et génère une valeur ajoutée qui va payer l'impôt plus tard. La création de richesses ne peut découler
que du versement total des prix des marchés publics aux mains des fournisseurs de l'État qui en retour se doivent en fin d'année de déclarer l'ensemble de leurs revenus intégrés au circuit économique pour générer les bénéfices imposables. C'est comme ça que le gouvernement lèvera les fonds devant renflouer la DGD. Or, la retenue à la source préempte le bénéfice en entravant la circulation monétaire ou le ruissellement. Mais en même temps, c'est l'État qui crée de nouveaux impôts et augmente des taxes qui pèsent sur les petites, les moyennes entreprises et les ménages. La conduite d'une politique fiscale expansionniste, monsieur le ministre, caractérisée par une inflation de taux d'imposition, de nouveaux tarifs et de la multiplicité des procédures, justifie en partie les remarques négatives du GECAM et des autres organismes syndicaux et de protection des consommateurs relativement au climat des affaires. Le croc en jambe que cette loi fait aux petites entreprises va renforcer cette opinion. La vérité, monsieur le ministre, c'est que cette loi sur la fiscalité locale n'est ni plus ni moins que du banditisme politique. Vous utilisez les communes et les régions comme des faire-valoir. Vous vous en servez comme prétexte pour créer de nouveaux impôts et pour augmenter d'autres taxes. Ça donne l'apparence de création de la nouvelle ressource, quelqu'un le disait tout à l'heure. Mais en réalité, ces ressources vont juste rentrer dans le circuit gabégique habituel et surtout asphyxier les petites entreprises et les ménages. Quand la taxe d'abattage d'une tête de bœuf passe de 1 000 francs à 2 500, celle d'une tête de porc passe de 400 à 1 500, celle d'une tête de mouton de 250 francs à 1 000 francs, celle d'un coq de 0 francs à 250. Je ne parle même pas de l'impôt du timbre communal qui passe de 200 francs à 500 francs. C'est quoi le but? Si ce n'est de provoquer l'augmentation des prix en fin d'année et l'aggravation de la pauvreté des gens. Ce que les mairies, les communes et les régions attendent de cette réforme, c'est le respect de la volonté du peuple en permettant aux élus d'avoir les moyens de régler leurs problèmes. Mais cette loi durcit plutôt la caporalisation des ressources par l'État central. La vérité est simple. Vous ne voulez pas la décentralisation. La centralisation dont font l'objet tous les impôts communaux aux fins de péréquation n'est pas juste dès lors qu'elle n'apporte pas un réel privilège de distribution pour la commune d'origine de la recette. Je fais une petite illustration pour sortir. Le produit de la redevance forestière, monsieur le ministre, la redevance annuelle, qui arrive dans les caisses du trésor public, est partagé entre l'État qui récupère 50% et les communes qui s'en tirent avec le reste. Mais en réalité, la quote-part de 50% affectée aux communes est répartie comme suit en vertu des dispositions de l'article 243 du Code général des impôts. 10% des 50% pour les services fiscaux de l'État au titre de l'appui au recouvrement. Vous avez dit niet aux collègues de la Chambre, de la Commission, qui vous ont dit de baisser ce pourcentage. 36% des 50% sont centralisés au FECOM pour péréquation. 54% des 50% reviennent aux communes de localisation du titre d'exploitation, soit en réalité 27% seulement. Le quart de ces 27%, soit 6,75%, devant être affectés exclusivement dans la commune de localisation au projet de développement porté par les populations riveraines. Alors, quel projet sérieux pourrait être ainsi financé par le monde? Comment s'assure-t-on aux MINFI, aux MINDEVEL, aux CONSUPE que ces projets de développement sont effectifs, viables et durables? Il n'y a rien. La loi de règlement votée ici hier, au travers de l'annexe de la Chambre des comptes, dit que tous les chiffres sont faux, que les indicateurs de performance sont mensongers. Monsieur le ministre, vous êtes le Zorro du gouvernement. Laissez le président Biya aller se reposer au village et permettez aux Camerounais d'expérimenter un autre management politique dès 2025. Monsieur le ministre des Finances, vous qui savez si bien vendre la fumée, nul doute que vous avez un talent qui sera optimisé dans un autre... L'éditorial de Roland Tapi. Sacré matin. Bonjour. Pourquoi les gens meurent dans la crise anglophone? Pourquoi il y a la crise dans ces deux régions du Cameroun?
Cette question semble anodine, mais elle est celle qu'un enfant de la classe du cours élémentaire deuxième année peut poser à son enseignant ou à son père. Aussi simple qu'elle paraît, aussi elle sera difficile à répondre. D'abord parce que le pouvoir en place n'a jamais voulu dire à la population quel était le véritable problème. Au contraire, des officines de manipulation dans les réseaux sociaux ont été mises en place pour inonder l'opinion avec l'idée selon laquelle il s'agissait d'un groupe d'agitateurs dont le but était de déstabiliser le Cameroun. Ensuite, parce que la Chambre des représentants, députés et sénateurs confondus, n'ont jamais fait une publication officielle à l'attention des populations qu'elles représentent. Résultat, les populations camerounaises s'abreuvent à des sources différentes, les unes aussi partisanes que les autres. Chacun comprend finalement ce qu'il veut comprendre, ce qui par la suite conditionne ses réactions et ses attitudes, contribuant ainsi à envenimer les situations suite à des malentendus. Le philosophe René Descartes disait, je cite, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », fin de citation. Sous-entendu que chacun pense en être si bien pourvu qu'il a raison de faire ce qu'il fait. En s'arrêtant à cela, on répondra simplement que les gens meurent dans la crise anglophone parce que chacun pense avoir raison, les séparatistes comme le pouvoir de Yaoundé. Sauf qu'on s'arrête généralement au premier bout de phrase du philosophe, chacun pour se conforter dans ses positions, mais il avait continué sa réflexion avec une leçon de modestie disant, je cite, « Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien », fin de citation. Au-delà des raisons des uns et des autres, il y a la raison pour laquelle les gens meurent dans la crise anglophone. C'est des raisons qui devraient être expliquées aux Camerounais de sorte que l'élève du primaire puisse comprendre aisément. C'est que l'anglophone et le francophone habitaient dans une même maison avec deux chambres, chacun dans la sienne. La chambre du francophone était plus vaste, mais l'anglophone ne s'y intéressait même pas. Chacun avait sa langue, sa source où il puisait de l'eau, son champ pour ramasser du bois ou cultiver, son balai pour nettoyer sa chambre, sa façon d'apprendre à lire, de régler ses problèmes. Chacun avait son mode de vie ensemble. Un jour, le francophone est venu dire à l'anglophone qu'il casse le mur qui les séparait pour vivre ensemble dans un espace plus vaste. L'anglophone ne voulait pas, mais le francophone a insisté en lui promettant qu'ils vont signer un papier qui fixera les règles du vivre ensemble. Et il a invité l'anglophone dans un coin de sa chambre appelé Fumban pour la signature du papier. C'était en 1961 et ce contrat du vivre ensemble était appelé la Constitution du 1er septembre 1961 qui a été modifiée et complétée le 10 novembre 1969 et le 4 mai 1970. Le contrat prévoyait par exemple que dans la maison, il y aura désormais un seul chef ou président, assisté d'un sous-chef ou vice-président qui vient de l'autre chambre, mais que les deux prendraient les décisions ensemble. Le francophone est alors devenu le chef de toute la maison, l'anglophone le sous-chef, tout en sachant qu'un jour il pourra aussi être chef. Mais avec le temps, le francophone a supprimé le poste de sous-chef et est resté le seul qui décide de tout. Et l'anglophone s'est rendu compte que désormais, pour balayer là où il habite, il doit aller demander le balai au francophone. Pour creuser la route, il doit aller supplier le francophone. Et même quand il lui parle sans langue, le francophone dit qu'il ne comprend pas. L'anglophone a alors dit qu'il veut retourner dans sa chambre où il était avant et reprendre son mode de vie d'antan. Mais le francophone ne veut pas entendre cela. C'est pour cela qu'il y a la lutte tous les jours. Les gens meurent. Le francophone dit que c'est écrit dans un papier, la Constitution, que cette maison ne peut être divisée et on ne peut pas changer cela. Voilà simplifier l'histoire de la crise anglophone. On peut la schématiser autrement par l'exemple des mariages. Il y a les fiançailles, la dot, la mairie, la salle de fête et même la lune de miel. Mais il y a aussi les conciliabules entre amis, le conseil de famille, le tribunal et le divorce. Tout cela peut se faire sans bruit, dans le respect des uns et des autres. Mais quand un conjoint veut forcer l'autre à rester, quand il ou elle ne veut plus le mariage, sous prétexte qu'il y a un acte de mariage, la casse n'est pas loin, les dégâts latéraux et collatéraux aussi. Les militaires qui tombent tous les jours, les gendarmes assassinés dans leurs bosquets, des policiers et gardiens de prison égorgés, des fonctionnaires enlevés et tués, des élèves massacrés dans les écoles, des villages rasés, des séparatistes tués et ceux qui sont en prison, c'est pour un retour à la case départ, c'est parce qu'un conjoint ne veut plus de l'union. Aujourd'hui, le pouvoir de Yaoundé prétend que la forme de l'État est intangible. Pourtant, cette forme de l'État est bien le résultat d'une composition. La Constitution du Cameroun, depuis la Constitution fédérale du 1er septembre 1961, a déjà subi plusieurs modifications, chaque fois initiées pour satisfaire les appétits des tenants du pouvoir. En 2008, les manifestations de rue ont même été violemment réprimées pour une énième modification qui faisait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Si la Constitution peut être modifiée pour supprimer la limitation des mandats présidentiels au risque de faire des morts et des prisonniers, pourquoi ne le serait-elle pas pour revoir la forme de l'État en sauvant des vies au passage? Pourquoi les gens meurent dans la crise anglophone? Cela vaut-il vraiment la peine? Tous les tenants du pouvoir de Yaoundé devront se poser cette question dans le secret et le silence de leur chambre. À demain.
C'était l'éditorial de Roland Tapi.